Je m'appelle Léa Morel. J'avais 31 ans et je travaillais comme coordinatrice d'accueil dans une clinique pédiatrique à Lyon quand j'ai découvert que je possédais apparemment une maison que je n'avais jamais vue et que j'avais 3 mois de retard sur un prêt immobilier que je n'avais jamais signé. L'appel est arrivé un mercredi après-midi. J'étais en train de finaliser des dossiers de patients tout en écoutant distraitement ma collègue plaisanter sur la dernière crise de son bambin quand mon portable a vibré avec un numéro inconnu. Normalement j'aurais laissé l'appel aller vers la messagerie mais quelque chose en moi me disait que ce n'était pas un démarchage publicitaire. Je suis sortie dans le couloir et j'ai répondu. Mademoiselle Morel, ici Marc Lefebvre de la Banque Populaire. Je vous appelle concernant votre prêt immobilier en retard pour la propriété d'Écully. Vous avez 3 mois d'impayés. Pardon, ai-je dit en clignant des yeux très forts. Quel prêt? Il a répété le montant. 623 000 €. Pendant une seconde je n'ai pas pu parler. J'habitais un petit 2 pièces en location près de la place Bellecour. Je n'avais aucune économie pour un apport personnel, aucun garant, aucune illusion sur l'accession à la propriété dans ce contexte économique. Cela devait être une arnaque. Mais ensuite il a lu l'adresse chemin du Petit Bois à Écully. Le nom n'a pas percuté tout de suite puis le déclic a eu lieu. Ma sœur Chloé et son mari Julien s'étaient installés dans une magnifique villa d'architecte à Écully il y a quelques mois seulement. J'y étais allée une fois. Nous avions mangé un entremets au chocolat sur la terrasse et soudain mon corps est devenu de glace. J'ai mis fin à l'appel aussi poliment que possible et je me suis enfermée dans les toilettes du personnel. J'ai consulté mon dossier bancaire et mon relevé de situation avec des doigts tremblants. Le compte était là. Mon nom, mon numéro de sécurité sociale, mon adresse mise à jour vers leur maison. À ce moment-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas appelé ma sœur. J'ai juste fixé mon reflet dans le miroir regardant mon propre visage passer lentement de la confusion à la réalisation. Ce n'était pas une erreur administrative. Ce n'était pas une blague. Quelqu'un avait volé mon identité pour acheter une maison à plus de 600 000 € et je savais déjà qui. Et ce qui m'effrayait le plus, c'était que les gens qui nous avaient élevés me supplieraient probablement de ne absolument rien faire à ce sujet. Après l'appel, tout autour de moi est devenu flou. Les murs colorés de la clinique, le son des rires des enfants dans la salle d'attente, même le bourdonnement des imprimantes et les discussions des infirmières, tout s'est effacé dans un arrière-plan que je ne pouvais plus habiter. J'ai terminé la journée en mode automatique, souriant quand c'était nécessaire, hochant la tête quand on m'interpellait. Mais à l'intérieur quelque chose s'était brisé. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, je me suis assise sur mon vieux canapé vert et j'ai fixé le lierre qui dégoulinait de mon rebord de fenêtre. J'avais fait pousser ces plantes à partir de simples boutures, je les avais soignées pendant les hivers lyonnais, je leur avais parlé les soirs de solitude après des journées difficiles. Mon petit chez-moi n'était pas prestigieux mais c'était le mien. Simple, honnête, exactement comme ma façon de vivre. Je n'avais jamais eu envie de rivaliser avec qui que ce soit, pas même avec Chloé. Elle avait 3 ans de plus que moi et depuis que nous étions enfants, c'était elle qui attirait les projecteurs. Déléguée de classe, licence d'agent immobilier à 22 ans, mari avec un diplôme en finance, Range Rover de luxe, Instagram soigneusement mis en scène et moi je gérais les admissions de nouveaux patients et je planifiais des chirurgies. Je possédais une seule paire de chaussures à talons et j'utilisais mes jours de congé pour mes rendez-vous chez le dentiste. Je ne me considérais pas comme ennuyeuse. Je me considérais comme quelqu'un de paisible. Mais la paix ne fait pas les gros titres lors des dîners de famille. Un dimanche sur 2, nous nous réunissions tous chez mes parents à Annecy. Mon père débouchait une bouteille de côte rôtie en déclarant qu'elle était trop jeune tandis que ma mère servait sa célèbre blanquette de veau en insistant pour que nous reprenions une deuxième assiette avant même d'avoir fini la première. Chloé arrivait toujours en retard et faisait une entrée remarquée. Grand rire, grandes histoires, grandes boucles d'oreilles. Elle complimentait mes chaussures puis me demandait si j'avais pensé à déménager dans un endroit plus adulte qu'une location. Je riais pour évacuer le sujet. Je le faisais toujours. C'était plus facile que d'expliquer comment j'avais choisi la stabilité plutôt que le paraître. Il ne posait pas beaucoup de questions sur ma vie. Personne ne le disait jamais mais je savais que je ne correspondais pas tout à fait à leur idée de la réussite. Je n'avais pas de bague au doigt, pas d'histoire de promotion, pas de photos de vacances au bout du monde. J'avais juste des factures payées à temps et une vie dont je n'avais pas honte.
Et maintenant cette vie ne tenait plus qu'à un fil. Cette nuit-là j'ai à peine dormi. Je restais éveillée à me demander depuis combien de temps Chloé avait planifié cela. Avait-elle fouillé dans mon courrier pendant que j'étais sous la douche, pris des photos de ma carte d'identité pendant que j'installais la table pour le réveillon de Noël? Est-ce que Julien savait? Bien sûr qu'il savait. C'était lui qui se vantait de savoir comment faire disparaître des documents administratifs. Je devais aller dîner chez eux le week-end suivant. Chloé m'avait envoyé un message plus tôt dans la semaine. J'apporte le dessert. J'espère que tu t'occuperas toujours de nos plantes le mois prochain. L'audace de ce message me faisait maintenant contracter la mâchoire. Il vivait dans une maison dont le titre de propriété portait mon nom et je n'avais même pas eu le droit de choisir le papier peint. Je me suis présentée à la Banque Populaire le lendemain avec ma carte d'identité, ma carte vitale et une boule au ventre si dense que respirer devenait un effort. Le directeur d'agence, un homme nommé Marc Lefebvre, m'a reçu dans une salle de conférence au mur gris avec une plante en pot qui semblait trop parfaite pour être vraie. Il a fait glisser un dossier sur la table avec un professionnalisme que j'appréciais et détestais à la fois. À l'intérieur se trouvaient les documents de prêt, les actes notariés, les déclarations de revenus, le tout avec mon nom, mon adresse et une signature qui ressemblait presque à la mienne. Presque. Tout cela a été traité en ligne, a expliqué Monsieur Lefebvre. Document téléchargé, signature numérique, vérification des revenus. Le revenu déclaré ici est généreux. Je me suis penchée en avant. Combien? 198 000 € par an. J'ai lâché un rire nerveux. Je gagne 32 000 €. Son ton a changé. Mademoiselle Morel, si vous dites que vous n'avez pas demandé ce prêt, cela s'apparente à une fraude, à une usurpation d'identité. Vous devrez contacter la police et entamer la procédure de contestation immédiatement. Je veux des copies de tout, ai-je dit d'une voix plus calme que ce que je ressentais. En quittant la banque, je serrais le dossier comme un détonateur. Je suis pas rentrée chez moi. J'ai conduit jusqu'à un café de quartier, j'ai commandé un café noir que je n'ai pas bu et j'ai commencé à lire chaque page comme si elle pouvait me dire comment ma sœur était devenue une étrangère. Les jours suivants se sont perdus dans des appels téléphoniques et une rage silencieuse. J'ai déposé une alerte de fraude. Ma réputation bancaire, autrefois impeccable, avait sombré. Il n'y avait pas seulement les retards de prêts immobiliers mais aussi un crédit à la consommation, 3 cartes de crédit au plafond et un prêt personnel, le tout sous mon nom. Le tout lié à une adresse électronique différente de quelques chiffres seulement. lea.morel.lion@gmail.com au lieu de mon adresse habituelle. Facile à rater, facile à justifier à moins de savoir exactement ce qu'on faisait. J'ai commencé à chercher des preuves, le genre de preuves dont on ne peut pas rire devant un verre de vin au dîner. Le mari d'une collègue travaillait dans la cybersécurité et m'a orienté vers un analyste en graphologie qui a comparé les signatures du prêt à des copies de ma vraie signature sur mon contrat de travail et mon bail. Ce sont des faux, a-t-il dit. Habile mais des faux. Quelqu'un faisait attention, beaucoup trop attention. Pourriez-vous témoigner de cela? Je le pourrais. Puis est venue la partie dont je n'étais pas fière. J'ai commencé à fouiner. Je n'avais techniquement pas le droit de fouiller dans l'historique financier de Chloé, mais je savais où chercher les fissures. Son Instagram montrait peut-être du champagne et des chapeaux de paille, mais il montrait aussi trop de vacances pour un couple qui venait soi-disant de réorienter sa carrière. Un ami d'université travaillait dans une concession de luxe en centre-ville. Il se souvenait que Chloé était venue pour louer une nouvelle Audi. Elle était superbe, mais quand ils ont vérifié sa solvabilité, le dossier a été rejeté. Julien a dû payer comptant. Ce même ami s'est approché et a ajouté qu'il n'avait pas l'air ravi de le faire. Leur mariage, autrefois une page glacée dans l'album social de notre famille, partait en lambeaux. Mais ce qui m'a le plus sidéré, ce n'était pas l'argent. C'était l'intention. Il ne se contentait pas d'emprunter sous mon nom. Il me préparait un effondrement. La police confirmera plus tard que les recherches sur l'ordinateur portable de Julien incluaient des termes comme déclarer une faillite au nom de quelqu'un d'autre et peut-on abandonner une identité volée légalement. Ce n'était pas du désespoir. C'était de la stratégie. À la fin de la semaine, j'avais rassemblé assez d'éléments pour monter un dossier. Pas seulement pour les autorités mais pour les personnes qui m'avaient appris que la famille passe avant tout. Et pourtant j'hésitais.
Non pas parce que je ne pensais pas qu'il méritait des conséquences mais parce que je savais qu'au moment où je prononcerais le mot police les gens qui nous aimaient toutes les deux me demanderaient de me taire. Le dîner du dimanche était une blanquette comme toujours. Ma mère m'avait envoyé un message la veille pour me demander si je voulais qu'elle prenne cet entremets que j'aimais chez le pâtissier du coin. Je lui ai dit de ne pas s'en donner la peine. Chloé avait déjà prévu le dessert. Évidemment. J'ai passé près d'une heure à m'habiller non pas parce que je me souciais de mon apparence mais parce que je voulais me sentir forte. J'ai opté pour un chemisier bleu marine et un pantalon sombre. Professionnel inébranlable, pas la petite sœur avec des chaussures d'occasion. Pas ce soir. Le dossier cartonné dans mon sac semblait plus lourd à chaque pas vers la porte. Quand je suis arrivée, tout semblait exactement pareil. Mon père dans son fauteuil avec un verre de vin, ma mère en tablier flottant de la cuisine à la table. Julien aidait à disposer le pain et Chloé bien sûr a fait son entrée avec 5 minutes de retard. Cheveux parfaitement bouclés, chemisier en soie crème à peine rentré pour paraître décontractée. Elle m'a salué comme si de rien n'était. Léa, enfin tu as l'air si élégante. Une promotion dont je n'ai pas entendu parler. J'ai souri. Pas de promotion, je me suis juste habillée pour l'occasion. Le dîner a commencé comme 1000 autres avant lui. Mon frère Sam et sa femme parlaient de leur rénovation. Chloé se vantait de la véranda de sa nouvelle maison captant la lumière dorée à la perfection. Ma mère riait. Mon père servait encore du vin. Le gâteau attendait au frais. Sa présence planait sur moi comme un défi. Une fois les assiettes débarrassées, j'ai glissé ma main dans mon sac et j'ai saisi le dossier. Ma poitrine était oppressée mais pas par la peur. Il n'y avait plus que de la clarté maintenant. J'ai attendu que tout le monde soit calme, les fourchettes posées, les bouches pleines de vin ou de mots non dits. Il y a quelque chose dont je dois vous parler, ai-je dit. Un silence. Ma mère a levé les yeux en remplissant le verre de samedi. Bien sûr ma chérie. Tout va bien. Chloé s'est penchée en souriant. C'est à propos d'un amoureux. Est-ce que quelqu'un t'a enfin fait annuler ta routine d'arrosage des plantes le vendredi soir? La table a ri doucement. J'ai posé le dossier sur la table. Le silence qui a suivi était différent, lourd, pesant. C'est un rapport de police, ai-je dit. Je l'ai déposé il y a 3 jours. Mon père s'est redressé. La police. Que s'est-il passé? J'ai regardé directement Chloé. Il s'agit d'usurpation d'identité, de fraude, de l'achat d'une maison en utilisant mon nom, d'un prêt immobilier que je n'ai pas autorisé, de documents que je n'ai pas signés. Son sourire a vacillé. Léa, de quoi parles-tu? Je parle de la maison du chemin du Petit Bois, ai-je dit. Celle où tu habites. Ma mère a poussé un petit soupir étouffé de confusion. Mais c'est leur nouvelle maison, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Ça l'est. Et selon les documents officiels, il se trouve que c'est aussi la mienne. Le prêt, les lignes de crédit, les dettes, tout est sous mon nom. Chloé a ri, un son aigu et cassant. C'est ridicule. Comment aurais-je pu faire ça? Faux en écriture, fausse déclaration de revenus. En utilisant une adresse mail à un caractère près de la mienne, en envoyant tout depuis l'adresse IP de ton ancien appartement. Tu en veux plus? J'ai ouvert le dossier et fait glisser les documents. Julien s'est levé brusquement, manquant de renverser sa chaise. Nous n'avons pas à faire ça ici. La voix de mon père a coupé la tension basse et méconnaissable. Assieds-toi, Julien. Le visage de Chloé était devenu livide. Elle a jeté un coup d'œil au papier mais ne les a pas touchés. C'était censé être temporaire, a-t-elle fini par dire. Tu as volé mon identité. Tu ne t'en servais pas, a-t-elle rétorqué. Tu vis dans une boîte à chaussures. Tu gagnes moins de la moitié de ce que tu mérites. Nous avions juste besoin de temps. Une fois que le cabinet de Julien aurait repris du poil de la bête. Ne fais pas ça, ai-je dit. N'ose pas transformer ça en une sorte de mission de sauvetage tordue. Tu as menti. Tu as construit une vie sur la mienne. Julien a expiré en se pinçant l'arête du nez. Je t'avais dit que ça nous retomberait dessus. Tu l'as suivi, ai-je dit. Tu n'as pas signé les papiers mais tu savais. Tu as utilisé les cartes. Tu as payé une Audi avec un crédit volé. Ma mère se tenait debout tremblante.
Chloé, dis-moi que ce n'est pas vrai. Chloé l'a regardé comme un enfant pris dans un mensonge trop gros pour être nié. Nous nous noyons, a-t-elle dit. Vous attendiez tous tellement de moi. La maison, l'image, le style de vie. On ne pouvait pas suivre. Mon père s'est levé lui aussi. Alors tu as enterré ta sœur pour rester à la surface. Il y avait des larmes maintenant. Le mascara de Chloé coulait légèrement. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Je pensais qu'on réglerait ça avant que quelqu'un ne le découvre. Vous aviez prévu de déclarer faillite sous mon nom, ai-je dit calmement. Vous n'alliez jamais rien régler. La pièce est retombée dans le silence. Finalement mon père a lâché les mots. Sortez tous les deux. Papa. Non, a-t-il dit. Nous gérerons les conséquences mais vous ne le ferez pas sous ce toit. Chloé a commencé à dire quelque chose puis s'est arrêtée. Julien a pris son bras. Ils sont partis sans un mot de plus. Ma mère s'est effondrée sur sa chaise. Je ne sais plus qui elle est. Je n'ai pas répondu car moi non plus je ne le savais pas. Les retombées sont arrivées vite, plus bruyantes que prévu. Dès le lundi matin, la presse locale s'était emparée de l'histoire. Un agent immobilier en vue et un conseiller financier sous enquête pour usurpation d'identité. L'article ne me nommait pas mais l'adresse était indiquée et quiconque s'était déjà assis à notre table pouvait faire le lien. Les messages ont afflué. Un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans m'a écrit. Est-ce que c'est vrai? Une ancienne collègue de mon premier emploi a commenté un post avec un simple c'est incroyable. J'ai éteint les notifications et laissé mon téléphone dans un tiroir. Mes parents en revanche n'ont pas reculé si facilement. Maman a appelé ce mercredi-là, sa voix était mince de fatigue. Ton père ne veut plus aller à son club de golf, a-t-elle dit. Il dit qu'il ne peut pas les regarder en face. Je suis désolée de l'entendre, ai-je dit calmement. C'est toujours ta sœur Léa. Je suis restée silencieuse. Elle a fait une erreur terrible. Mais il doit y avoir un moyen de gérer ça. Discrètement. Voilà le mot. Le mot qu'ils utilisaient tous pour danser autour du problème. Discrètement. Ce n'était pas la première fois qu'on me demandait de me taire pour le bien de la paix. En grandissant, quand Chloé faisait des colères ou déformait la vérité, on me disait de prendre de la hauteur. Je l'ai fait encore et encore jusqu'à ce que cette hauteur se transforme en falaise. Elle n'a pas fait une erreur, maman, ai-je dit, elle a pris une série de décisions délibérées. Elle a eu toutes les chances de s'arrêter. Ma mère a soupiré. Elle pourrait aller en prison. Je sais. Et les enfants? J'ai tressailli. Lola et Théo, 5 et 7 ans, brillants drôles innocents. Ils n'avaient rien demandé de tout cela. Pense à eux, a-t-elle dit doucement. Veux-tu qu'ils grandissent en allant voir leur mère derrière une vitre? C'était la première fois que j'hésitais. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais une restauration. De mon crédit, de mon nom, de ma vie. Mais la justice valait-elle les dommages collatéraux? Je n'ai pas eu de réponse jusqu'à ce que Stéphanie, ma collègue, se présente sans prévenir avec 2 cafés glacés et un regard qui disait qu'elle ne croyait pas à mon silence. Ils essaient de te faire culpabiliser, a-t-elle dit. Ne les laisse pas faire. Ils ont peur. Et les enfants, ai-je ajouté. Je comprends, mais laisse-moi te poser une question. Elle s'est penchée en avant. Si cela avait été un étranger qui t'avait fait ça, est-ce que tu hésiterais une seule seconde? Non. Alors pourquoi la biologie lui donne-t-elle une réduction? Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Je connaissais déjà la réponse. Ce week-end-là, le bureau du procureur a appelé. Ils allaient de l'avant avec des poursuites formelles. Ils ont demandé si je voulais faire une déclaration avant l'audience. J'ai dit oui. Ce soir-là, j'ai rouvert le tiroir et regardé à nouveau mon téléphone. Un message non lu de ma mère. Tu as tout à fait le droit d'être en colère, mais s'il te plaît, ne laisse pas cela nous ruiner tous. J'ai tapé et effacé 5 réponses avant d'envoyer finalement une seule phrase. C'est elle qui a fait ça, pas moi. 9 mois après que mon nom a été utilisé pour construire le rêve de quelqu'un d'autre, j'ai signé un document de prêt immobilier. Mon nom, mon choix, mes conditions. Pas de revenus falsifiés, pas d'adresse mail fantôme, pas de mensonge, juste moi, un stylo et une vérité que j'avais gagnée à la dure.
L'ironie me pressait de tous les côtés. Ma sœur avait détourné mon identité pour acheter une vie qu'elle ne pouvait pas s'offrir. Et maintenant je faisais exactement la chose qu'elle prétendait que je n'étais pas assez ambitieuse pour accomplir. J'avais acheté un modeste 3 pièces à Villeurbanne. Le jardin était un peu en friche, les appareils ménagers étaient datés et la boîte aux lettres était bosselée. Mais c'était à moi. Payer avec de l'argent réel, un crédit réel et une paix durement acquise. Chloé et Julien ont plaidé coupables. 18 mois de prison ferme pour elle, 12 pour lui. Leur vie parfaite sur les réseaux sociaux s'est effondrée sous le poids des dossiers judiciaires et de la couverture médiatique. Je n'ai pas assisté au prononcé de la peine. Je n'avais aucun intérêt à regarder les décombres. J'étais trop occupée à reconstruire ce qu'ils avaient essayé de démanteler. Quand j'ai emménagé, Stéphanie a apporté du champagne et un paillasson sur lequel on pouvait lire « Pas aujourd'hui les voleurs d'identité ». Mes parents sont venus séparément. Ma mère a apporté un gratin dauphinois dans un plat que je reconnaissais depuis mon enfance. Mon père m'a tendu une fougère dans un pot en terre cuite et a dit « Je ne l'ai pas dit avant, mais tu as eu raison de faire ce que tu as fait ». Ce n'était pas une excuse, mais c'était quelque chose. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre écrite au feutre rose et scellée avec un autocollant de licorne. C'était de Lola. Chère Tata Léa, je sais que maman a fait quelque chose de très mal. Je l'aime toujours, mais je t'aime aussi. J'ai dessiné une fleur pour ta nouvelle maison parce que maman dit que tu fais bien pousser les plantes. Est-ce que je peux venir te voir un jour? J'ai fixé ce mot pendant longtemps. La trahison m'avait presque brisé, mais ce n'était pas une histoire de ruine. C'était une histoire de nouvelles racines. Je ne pardonnerai peut-être jamais à ma sœur, mais je n'ai plus besoin de vivre dans son ombre. Cette maison, aussi imparfaite soit-elle, est la mienne. Elle a été bâtie sur la vérité, pas sur le vol. Sur les limites, pas sur la culpabilité. Et pour la première fois, je me sens en sécurité à l'intérieur de mon propre nom. Cette histoire nous rappelle que la loyauté familiale a ses limites, surtout quand elle devient une excuse pour l'abus et la manipulation. Léa a dû faire le choix le plus difficile de sa vie, se protéger au risque de voir son cercle familial se briser. L'usurpation d'identité par un proche est une trahison profonde qui laisse des cicatrices invisibles, mais reconstruire sa vie sur des bases honnêtes est la plus belle des revanches. Selon vous, Léa a-t-elle eu raison de porter plainte contre sa propre sœur malgré les conséquences pour ses neveux, ou aurait-elle dû trouver un arrangement à l'amiable pour préserver les enfants? Dites-moi ce que vous auriez fait à sa place dans les commentaires.